Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu pour les débutants, je vais vous enseigner là, le vocabulaire, les principaux jargons là, boursiers qu'on peut entendre et qu'on se doit absolument de savoir. Là. Donc c'est ça, comprendre la principale terminologie. Avant d'entrer dans les termes, tout ça, je veux pas non plus, là, parce qu'il y en a en maudit des termes, là. Je veux pas non plus étirer ça trop longtemps. Mais on se doit de savoir, il y a deux principales méthodes d'analyse de la bourse. La première méthode, c'est la méthode la plus utilisée, la méthode qui s'enseigne à l'université je dirais que les banquiers d'affaires, tout ça, là, c'est la méthode qui principe qui utilise le plus principalement là, pour faire des investissements à long terme. Là. Donc ça s'appelle l'analyse fondamentale. Comme je dis, c'est une méthode d'évaluation consistant. On étudie, dans le fond, c'est pas du graphique, c'est comme je fais, c'est beaucoup de données. C'est super important de les savoir aussi. Les bénéfices, les rapports financiers, tout ça, là, les actifs versus passifs de la compagnie, le cash flow, est-ce que la compagnie fait de l'argent, des choses comme ça. Donc étudier les rapports financiers, grosso modo, pour déterminer la valeur intrinsèque d'une entreprise cotée en bourse. Donc c'est ça, comme je disais, là, c'est la méthode la plus utilisée. C'est la méthode aussi de Warren Buffett. On sait que Warren Buffett, c'est l'investisseur le plus... C'est l'homme ben, c'est pas l'homme le plus riche au monde, je crois, là, mais c'est lui, c'est l'investisseur le plus connu, le plus riche là, en bourse là, qu'il a jamais eu de tous les temps. Puis il utilisait cette méthode-là pour, dans le fond, détecter les entreprises lorsqu'il est en démarrage, Apple, puis tout ça, de voir s'il y avait du potentiel, puis investir dans des grosses compagnies comme ça, Pepsi, Coca-Cola, comme ça, qui ont, en analysant là, les rapports financiers. Là. Donc, lui, c'est ça, il a fait son argent en détenant ça, là, avec les intérêts composés là, sur des années, dans le fond. Puis c'est ça, c'est souvent une stratégie de qu'on achète puis qu'on garde. Dans le fond, c'est un investissement de super long terme, on vend jamais, on détient là, puis on laisse dans le fond la bourse est structurellement haussière, donc on laisse les entreprises là grossir là, puis croître comme ça. La deuxième méthode, moi c'est ma spécialité à moi, c'est l'analyse technique. Donc je regarde les deux, fondamental c'est super important aussi. Le best vraiment là, c'est de faire un mix des deux. Mais moi vraiment là, ce que je vais vous enseigner plus dans mes vidéos puis tout ça, ce que vous allez voir plus, ça va être l'analyse technique. Dans le fond, c'est une méthode d'évaluation consistant à étudier les statistiques tirées de l'activité du marché. Donc le prix antérieur, qu'est-ce qu'il fait, les volumes de transactions. Les certaines zones je vais vous l'enseigner après, certaines zones du graphique où est-ce que le titre le prix a tendance à rebondir dessus, des tendances, des moyennes, c'est tout ça comme c'est ça que vraiment qu'on va étudier le plus les analyses techniques. Puis dans le fond, c'est ça, on considère que tout est inclus dans le prix à un moment donné. Donc les nouvelles à l'interne, les bilans financiers, fusion, acquisition, santé, l'économie, tout ce qui... Parce qu'autrement dit, des fois, on a bien beau... il y a eu des catastrophes sur Enron, puis une autre compagnie aussi, là, que je cherche le nom. Mais il y a eu beaucoup de compagnies que les rapports financiers étaient beaux, mais que le prix baissait, par exemple, avant de virer faillite. Puis c'est ça, on s'est rendu compte que ils falsifiaient les comptables, des fois, ils falsifiaient là, les rapports financiers pour donner l'impression que l'entreprise allait bien. Tandis que c'est ça, nous, dans le fond, on étudie carrément le graphique, on considère que toutes les nouvelles, tout ce qui c'est à l'interne, les rumeurs, tout le kit, tout est vraiment inclus dans le prix. Donc, c'est vraiment le prix qui nous guide, là. C'est vraiment le prix qui va guider nos décisions, si je peux dire. Fait que on va commencer à les principaux termes. Bon, ben, bid and ask, la demande. Dans le fond, bid, c'est la demande, le meilleur acheteur, comme j'avais montré sur les titres d'ordre. La ask, c'est l'offre, meilleur vendeur. Le spread, c'est l'écart entre les deux. On entend ça, c'est... Vous allez entendre l'écart en français, mais souvent on parle en anglais. Là. C'est le spread. Donc l'écart entre le bid et le ask qui peut être différent des fois. Même sur le même titre, à des moments donnés, il peut être plus grand ou plus petit.
Ça dépend dans le fond, ça dépend de la demande et de l'offre. Puis call put, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça aussi, c'est tout simplement une option d'achat, une option de vente. Je veux pas rentrer dans les détails des options, là, au pire je ferai une autre vidéo une autre fois là, sur les options. Je suis pas un spécialiste des options non plus. Donc c'est ça, les warrants, c'est des options d'achat ou de vente, mais à effet de levier. Donc on peut avoir un warrant call ou un warrant put. Puis c'est ça, ça va être tout simplement, avec un effet de levier, exemple, ça va être une option sur une option, mettons, sur l'indice, ça je vais vous le dire aussi, ou une option sur une entreprise, par exemple, Microsoft. Mais le warrant, lui, au lieu de il va copier ça, mais x2, x3, x4, là, fait que tu sais, il peut décupler les gains, mais aussi les pertes. Puis c'est ça pour les warrants. Volume, donc c'est le nombre de titres échangés dans un temps donné, comme j'avais montré dans une vidéo là précédemment là sur les voyons mes graphiques là ici. Je parlais dans le fond les volumes, c'est ça, c'est toujours là, dépendamment de l'instant donné là, ça va être le volume que ça soit par journalier. Souvent ce que vous allez voir sur que ça soit journalier ou hebdomadaire ou en minutes là, c'est le volume, c'est le nombre de titres échangés sur l'unité de temps que vous êtes. Donc, souvent, sur les sites internet, quand on regarde les sites boursiers, on va toujours voir le volume journalier. Donc, c'est souvent ça, là, quand vous voyez le chiffre apparaître, là, par exemple, sur un site, vous allez voir le volume qu'il y a eu dans une journée, dans la journée précédente, là, souvent. C'est pour ça. Donc, si on rentre un peu, bon, vous avez sûrement entendu parler aussi de Bull and Bear. Où est-ce que ça sort? C'est tout simplement, Bull, c'est haussier, puis Bear, c'est baissier. Fait qu'on peut dire qu'on est bullish sur quelque chose, ou bearish sur quelque chose. Ça va être, on est haussier sur quelque chose, ou baissier sur quelque chose. Donc, les Bulls, c'est eux qui sont haussiers sur un titre, par exemple les Bears, c'est eux qui sont baissiers sur le même titre. Puis ça sort dans le fond, tout simplement que les ours, ils attaquent par le bas, donc c'est ça, sont baissiers, puis les taureaux, ils attaquent par en haut, donc c'est haussier. C'est tout simplement pour ça qu'on appelle ça comme ça. Blue Chip, c'est des excellentes compagnies. Comme Microsoft, des Apple, les gros Pepsi, Coca-Cola, des affaires comme ça, là, des grosses compagnies très très bien établies. On va appeler ça des blue chips. C'est des compagnies quasiment qui peuvent pas virer faillite. Là. Puis donc c'est ça. Quand vous m'entendez aussi dans mes vidéos parler de support résistance, là vous allez peut-être plus à comprendre ici. J'ai sorti une photo. C'est un support, c'est tout simplement une zone auquel le prix rebondit. Donc les flèches vertes, là, ici, le prix rebondit à plusieurs reprises dans une zone. Donc on peut avoir une zone de support, c'est pas nécessairement fixe, là, comme prix, mais tu sais, on a des zones où est-ce que le prix a tendance à rebondir plus souvent. Puis résistance, c'est l'inverse. Dans le fond, c'est où est-ce que le prix est freiné là, à la hausse, là, comme ça, là, ici, là, 2 fois, là, ici. Donc ça, c'est ça. Donc support, résistance, c'est ce que je veux. Dans mes vidéos, quand je parle de ça, c'est ce qu'on voit sur l'image. Capitalisation boursière, c'est tout simplement la valorisation au prix du marché d'une entreprise pour l'ensemble de toutes ces actions fois le prix, dans le fond, qui se transige, ça va être la capitalisation boursière de l'entreprise. Un tracker, vous avez peut-être entendu parler de ça. Tracker, c'est un ETF ou un FNB. Dans le fond, c'est toute la même chose, là. Juste en anglais, ETF ou ben FNB font négocier en bourse. C'est tout simplement, c'est un tracker qui va reproduire un groupe de titres ou ben un marché comme le pétrole ou ben les commodités. Ça peut reproduire plusieurs choses. Donc, quand un indice boursier, ben c'est comme le TSX, le S&P 500, Dow Jones, Russell 2000. Tout ça, c'est des indices boursiers. Ça mesure la performance d'un groupe d'actions. Donc c'est ça, c'est la moyenne de tous les titres qui sont regroupés dans cet indice-là. Divergence technique, c'est quoi? Ça, c'est souvent lorsqu'un indicateur technique indique quelque chose puis le prix fait l'inverse. Donc l'indicateur technique va monter, le prix va continuer de descendre, on va avoir une divergence. Là. Une divergence haussière, ils appellent. Donc des divergences techniques, c'est lorsqu'on analyse avec des indicateurs. Long short,
haussier ou baissier sur une position. Quand je dis je suis long sur telle affaire, c'est que je suis haussier, je suis dedans, je suis acheteur sur telle affaire, j'espère que ça va monter. Puis si je dis short, je suis short ou ben j'ai shorté, ben c'est tout simplement que j'espère que j'ai vendu à découvert, donc j'espère que le titre va descendre. Puis insider trading, c'est les gens à l'interne qui transigent une action avec des nouvelles privilégiées. Donc souvent on entend il y a beaucoup de délits d'initiés de ça, il y a beaucoup d'opérations de fraude là-dedans. C'est que moi je travaille pour Bell, puis exemple, j'ai des j'entends des rumeurs que Bell vont acheter telle entreprise ou Bell ça va pas bien Bell, ben là je fais dans le fond je fais des transactions avec ce que je sais à l'interne vu que je suis un employé par exemple, puis c'est ce qu'on appelle là, le insider trading. Donc, dividende, c'est quoi? Bon, c'est un montant qu'on reçoit. Ça peut être par l'émetteur du titre, dans le fond, par l'entreprise. Souvent, les entreprises, pour attirer les gens, ils vont verser un dividende pour attirer les investisseurs. Donc, ça peut être mensuellement, ça peut être par année, ça peut être trimestriel aussi. C'est ça, dans le fond, c'est juste un montant que l'on verse lorsqu'on détient le titre pendant X temps, là. Donc, les Dogs of the Dow, si vous n'avez pas entendu, c'est les entreprises du Dow Jones qui offrent les plus gros dividendes. Il y a des stratégies de ça, de Dogs of the Dow, c'est que tout simplement, on va baser une stratégie, mettons, en disant on va toujours détenir dans notre portefeuille les 10 entreprises du Dow Jones qui offrent le plus de dividendes. Donc, ça, c'est les Dogs of the Dow. Split et reverse split, ça c'est juste en anglais. En fond, c'est juste un fractionnement ou c'est un fractionnement ou ben un regroupement d'actions en français. Donc c'est des opérations augmentant ou diminuant le nombre d'actions en circulation afin de diminuer ou d'augmenter le prix de ceux-ci. Là. Donc c'est tout simplement pour diluer. Si vous entendez mettons un titre qui se transige à 200$, qui va faire un split 10 pour 1. Donc, il va avoir 10 fois plus d'actions. Puis là, pour baisser, dans le fond, à 20$ au lieu de 200, par exemple, vous avez 10 actions. Vous n'allez pas perdre ou gagner de l'argent avec ça, ça revient au même. Mais mettons, vous avez 10 actions à 200$. Ben là, s'ils font un split, vous allez en avoir 100 à 20$, autrement dit. Fait que des fois, c'est ça, certaines compagnies qui. Puis reverse split, c'est tout simplement dans le fond, d'augmenter la valeur de l'action. C'est de diminuer, au lieu d'augmenter le nombre d'actions, il diminue le nombre d'actions pour augmenter le prix de ceux-ci. Là. Donc souvent, je dirais des reverse split, là, beaucoup d'actions dans les penny stocks, ils font ça, là, que ils diminuent le nombre pour augmenter le prix. Exemple de 2 cents à 10 cents, là, par exemple. Fait que eux autres, ils font de ça beaucoup, là, je dirais. C'est tout le temps. C'est toujours pour essayer souvent d'attirer les investisseurs ou ben tu sais mettons une action comme Amazon qui transige en haut de 1000$, ben tu sais pas juste pour une action, ben tu sais c'est ça. Des fois ça attire ça attire pas le même genre d'investisseurs là, tu sais. Fait que day swing trading aussi, c'est tout simplement day trading, c'est on clôture. Quand je dis position, c'est achat-vente, là, toujours la clôture des positions. Donc, day trading, quand on dit je fais du day trading, c'est quand je clôture, j'achète puis je vends, je clôture durant la même séance, durant la même journée. Donc, le soir, il y a plus rien, j'achète et je vends la même journée. Puis swing trading ou ben investissement, mettons, plus long terme, ben c'est quand on détient. Je dirais plus, mais swing trading, c'est comme mes vidéos que je monte là avec dans le fond mes performances, c'est que je vais détenir le titre sur plus qu'une journée, mais pas nécessairement pendant 5 ans. C'est day trading et swing trading. Over trading, si vous entendez ça, c'est souvent une erreur chez les novices. C'est un manque de patience. C'est que quand on dit j'overtrade ou ben c'est plutôt overtrader, c'est de trop transiger selon ce que tu devrais. Dans le fond, si tu as une stratégie, puis là
Mettons, t'es en day trading, t'attends un signal, puis là, tu t'ennuies, puis tu transiges, puis tu fais une erreur, ben, souvent, c'est dû à l'overtraining, c'est que on n'aurait pas nécessairement... Si t'aurais respecté ton plan, mettons, t'aurais pas nécessairement transigé, donc c'est souvent, là, c'est une erreur à faire attention, overtrading, si vous entendez ça, c'est juste de la suractivité, autrement dit. Puis pre-market et after hours, ça c'est des transactions qui ont lieu avant ou après les heures normales de bourse. Donc les heures normales de bourse, c'est de 9h30 à 4h. Ben en il y a certains intervenants qui payent ou ben même à la bourse même. Il y a du monde qui ont accès. Tu peux payer aussi pour avoir accès à ces heures-là, autrement dit, que tu peux transiger, mettons, d'avance. Il y a des titres qui se transigent, mettons, à partir de 8h, 8h30, même 24h sur 24 aussi. Puis après les heures, là, après 4h, autrement dit. Donc, sinon, un bull flag. Si vous entendez bull flag, c'est quoi un fameux bull flag? C'est juste un pattern de continuation haussière. Ça fait la forme de drapeau. Attendez, je vais essayer de vous trouver. Je vais vous le trouver, là, c'est ça. On va trouver ça sur Internet. Donc, il existe plein de patterns de continuation ou en analyse technique, mais je dirais ouais, le bull flag c'est un des plus populaires là, qu'on entend là. Il y a des triangles, il y en existe plein là, mais c'est tout simplement comme ça là. Si vous regardez là, on voit ici là un flag dans le fond, un drapeau qui se forme, puis là ça présume, je dirais ça présume une continuation à la hausse, mais c'est pas toujours le cas non plus là. C'est pas de la magie là. Ça a pas toujours 100% raison là. Mais là regarde, on en voit là ici là un flag parce qu'on voit ici le pôle du drapeau, le drapeau, la sortie dans le fond. C'est ça un bull flag là. Donc ça c'est pour ça. C'est juste un pattern technique. Secteur ou industrie dans lequel se situe le business de l'entreprise, dans le fond, que ça peut être l'énergie, la finance, matériaux de base, tout ça. Donc, secteur, c'est ça. Les phases 1, 2, 3, 4, des fois, vous entendez ça. Ça a été beaucoup, je dirais, ça a été beaucoup mis en avant par Stan Weinstein. Là. Il y a un livre là-dessus. Il est super bon, le livre, en passant. Là. Je vais vous le mettre en lien en bas. Puis, ici, ça, c'est pas bon. Je vais vous le montrer de l'autre. Et c'est ça, je vais vous le mettre en lien, là, le livre, là, il est super. Dans le fond, lui, il dit que les titres, là, ils évoluent en 4 phases. C'est on pourrait aussi dire ça, là, comme une bulle spéculative aussi. C'est que t'as la phase de fondation, où est-ce que des ordres s'accumulent, il y a une accumulation. Dans le fond d'opération. Après ça, on a la phase de hausse, la phase 2. La hausse. Après ça, on a la stabilisation. Là, on consolide. Dans le fond, on stagne. La phase 3. Puis après ça, le déclin, la phase 4. Donc, ça peut être aussi, là, c'est ça, les bulles, mettons une bulle immobilière ou une bulle boursière. On a souvent l'euphorie, tout ça, la période de calme après ça, le déclin. Là. Donc, ça a été beaucoup mis en avant par lui. Fait que c'est ça les phases. Phase 1, 2, 3 et 4. Donc, on dit que lui il dit que ça évolue toujours comme ça, là. Mais toujours en phase, là. Des fois, t'as des phases 4 plus petites, des fois, t'as des phases 2 plus petites, une phase 2 plus grosse, mais grosso modo, là, lui il dit que les titres évoluaient comme ça, là, en général. Donc, aussi, ça c'est le site, un super site là aussi que il peut vous en apprendre beaucoup. Je vais vous le mettre dans le lien en bas aussi, abcbourse.com. Vous allez voir là, il y a plus. Si vous avez des questions, exemple sur juste un terme ou quelque chose de même, il y en a plein ici là. On a toutes les lettres là avec, tu sais, par exemple M là. Vous allez voir, là, il y a un paquet de termes que vous allez pouvoir... D'habituellement, là, on trouve pas mal tout là, sur Internet ou sur ce site-là. Là, si vous avez un terme que vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est ça, il y en a plein. Fait que je vais m'arrêter là. Mais grosso modo, là, je crois que c'est les principales. C'est surtout les méthodes d'analyse aussi là, qu'il faut savoir que
c'est quoi la différence entre chaque, là. Donc, j'espère que vous avez aimé, puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!